Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons pour l'Allemagne. Lucie Berlin est née le 8 juillet 1895 à Berlin, Allemagne. Son père était fabricant de cigares, sa mère s'occupait des enfants à la maison. L'économie allemande prospérait grâce à une industrialisation rapide, faisant de l'Allemagne une grande puissance économique mondiale. La Ruhr et d'autres centres industriels prospéraient grâce à l'exploitation du charbon, à la production d'acier et à une industrie chimique innovante dans les colorants, produits pharmaceutiques et engrais. Le réseau ferroviaire allemand permettait un transport efficace des marchandises, renforçant sa domination économique en Europe. Berlin, la capitale, était le cœur politique et économique de l'Empire allemand. C'était une métropole dynamique, caractérisée par des infrastructures modernes telles que des tramways électriques et un système d'égouts avancés. La ville accueillait de nombreuses institutions financières, notamment des banques et la bourse, qui jouaient toutes deux un rôle crucial dans l'expansion économique de l'Allemagne. Berlin est aussi devenu un centre scientifique et éducatif, avec des institutions comme l'université Humboldt attirant chercheurs et universitaires, renforçant son statut de capitale dynamique. Cependant, alors que Berlin prospérait en tant que centre économique et culturel, ses habitants les plus pauvres, comme Lucie et sa famille, faisaient face à des conditions de vie difficiles. Le père de Lucie, Friedrich, travaillait sans relâche comme fabricant de cigares, peinant de longues heures pour un salaire à peine suffisant aux besoins essentiels de la famille. Le logement posait problème aux familles ouvrières, souvent entassées dans des appartements exigus et insalubres, où choléra et tuberculose étaient fréquents. Malgré ces difficultés, les pauvres n'étaient pas sans soutien. Les mouvements sociaux et syndicats gagnaient en influence, réclamant de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés et un meilleur logement. Les organismes caritatifs et l'aide sociale municipale ont commencé à lutter contre la pauvreté, mais ces ressources restaient souvent insuffisantes face aux besoins croissants. Pour beaucoup, comme Lucie, ses parents et ses deux frères aînés, la vie était une lutte constante. La famille Berlin habitait au 130, rue Akostras, une longue rue très peuplée du nord de la ville, réputée pour sa communauté ouvrière. Le quartier était contrasté. D'un côté, de nombreux ouvriers voulaient travailler pour leur famille. De l'autre, le quartier était connu pour ses activités criminelles comme la présence de proxénètes, de prostituées et d'établissements de CD. Les grands immeubles de rapport de la rue abritaient des milliers d'habitants, issus de diverses professions, vivant dans de petits appartements généralement surpeuplés. Malgré les difficultés, beaucoup voulaient offrir à leurs enfants une éducation stable et morale, contrastant fortement avec le vice du quartier. Préserver sa dignité et son intégrité était difficile dans de telles circonstances. Lucie était une enfant agréable, serviable, polie et appréciée des autres. Elle allait à l'école du quartier, partait tôt et rentrait vers 11 heures. Le jeudi 9 juin 1904, elle a suivi la même routine et rentrée à la maison après 11 heures et après avoir salué sa mère, elle est sortie jouer. Quand il fut l'heure, elle est rentrée à l'intérieur pour aider à préparer le déjeuner de son père, qui rentrait toujours à la maison, peu après midi. La famille a mangé ensemble, puis Friedrich est reparti travailler vers 12h45. Pour les Berlin, c'était un jour ordinaire. Peu après le déjeuner, Lucie a demandé à sa mère la clé des toilettes communes qui se trouvaient à l'étage. Sa mère la lui a donnée et lui a dit de ne pas traîner ni discuter avec des amis car il devait bientôt partir. Avec le temps, Madame Berlin a soudain constaté l'absence de Lucie. Inquiète, elle a vérifié les toilettes et découvert la porte verrouillée. Elle a appelé le nom de Lucie, mais n'a reçu aucune réponse. Perplexe et mal à l'aise, elle a commencé à se demander où sa fille avait bien pu aller. Elle a dit à son fils Bruno que sa petite sœur était partie et ensemble, ils ont commencé à chercher la jeune fille. Après avoir fouillé l'immeuble, ils ont sillonné les quartiers en appelant Lucie. Des gens, intrigués par l'agitation, ont participé aux recherches, alors que les minutes devenaient des heures. L'inquiétude de Madame Berlin vira à la panique. Son esprit s'emballait face aux possibilités. Elle savait que leur quartier n'était pas le meilleur et que l'immeuble abritait des résidents à la réputation douteuse. Un enfant a vu Lucie avec 2 filles, mais Madame Berlin doutait que ce soit possible. Car sa fille, bien élevée et obéissante,
n'était pas du genre à partir sans permission. Quand Friedrich est rentré du travail ce soir-là, il a trouvé sa femme bouleversée. À l'annonce de la disparition de Lucie, il a rejoint les recherches, interrogeant frénétiquement voisins, amis et famille. Après 2 heures infructueuses, il s'est rendu à la police pour signaler la disparition de sa fille Lucie. La police a vite diffusé la description de l'enfant et alerté la presse. Ils ont annoncé que Lucie portait une robe marron foncé, un tablier noir, des bas blancs et des bottines rouges remarquables. Elle portait autour du cou un médaillon en or délicat sur une chaîne, un bijou qui la rendait reconnaissable. Les agents ont alors commencé à interroger de nombreuses personnes dans les quartiers, dont beaucoup étaient de nature douteuse. La rue où il vivait, malgré ses familles travailleuses, était aussi réputée pour ses éléments louches. Le quartier fut longtemps un refuge pour criminels, vagabonds et marginaux. Les proxénètes, les prostituées et les voleurs se mêlaient souvent dans les ruelles faiblement éclairées et les immeubles collectifs étaient connus pour abriter des personnages peu recommandables. Les agents, en quête d'informations, faisaient face à de l'indifférence, de la peur et à des souvenirs flous. Certains habitants hésitaient à parler, probablement parce qu'eux-mêmes marchaient souvent sur la fine ligne entre un comportement acceptable et illégal. D'autres ont livré des récits contradictoires, compliquant la reconstitution des déplacements de Lucie. Malgré leurs efforts, une prise de conscience troublante s'imposa dans l'enquête. Dans ce quartier, la disparition d'un enfant pouvait passer inaperçue dans le chaos et l'anonymat. Pourtant, la police a poursuivi ses interrogatoires auprès des habitants. Et à mesure que de plus en plus de personnes se présentaient pour donner des informations sur la dernière fois qu'elles avaient vu la petite fille, un schéma commença à se dessiner. Des témoins ont vu un homme suspect d'environ 30 à 40 ans qui boitait légèrement. Ils ont dit qu'il portait une barbe, un chapeau de paille et un pantalon mal ajusté. Ils ont aussi déclaré l'avoir vu passer sous l'arche vers la rue, tenant la main d'une fillette ressemblant à Lucie. D'autres témoins ont vu sans doute le même homme avec la fillette allant vers le parc Humboldtheim. En 1904, c'était alors un mélange d'espaces de loisirs et de zones isolées. Cette piste a accéléré l'enquête, suggérant que Lucie avait peut-être été attirée par cet individu dans un lieu isolé, à l'abri des regards, où leurs actes resteraient discrets ou sans résistance. La police a continué à chercher l'identité de l'homme grâce aux descriptions de témoins. Ils espéraient que quelqu'un apporte des informations précises pour confirmer son identité. Les journaux ont rapporté l'histoire de la fillette disparue et des articles ont lancé un appel au public pour toute information concernant sa localisation. Ils ont tous décrit son apparence et les vêtements qu'elle portait le jour de sa disparition. Cependant, de nombreux reportages montraient l'inquiétude croissante face aux conditions dangereuses dans des quartiers comme Akostras, où crime et vice prospéraient parmi des familles ouvrières peinant à gagner leur vie. Le premier jour sans nouvelles de Lucie, la couverture médiatique prit un ton différent. Les spéculations sur son possible enlèvement et les craintes d'un acte criminel commencèrent à dominer les gros titres. Sous pression et face à l'intérêt public, la police a élargi son enquête, interrogeant toute personne au passé suspect dans la région. La description de la fillette a de nouveau été diffusée, en mettant l'accent sur son médaillon en or et ses bottines rouges, dans l'espoir d'une avancée. Le 11 juin, 2 jours après la disparition de Lucie, la description d'une jeune fille était à nouveau diffusée. Un pêcheur près du pont Weidendamer a repéré un paquet enveloppé dans un papier taché de sang, flottant sur la Spree. Il l'a vite récupéré et, en ouvrant le paquet, a découvert une scène horrifiante. Le torse d'une jeune fille. Le pêcheur est vite rentré et a appelé la police. Heureusement, les forces de l'ordre sont vite arrivées et ont supposé que le paquet avait été jeté à l'eau entre le pont Marshall et la berge du Reichstag. Les agents ont utilisé un nouveau système d'archivage et, en moins d'1 heure, ont relié la macabre découverte à Lucie Berlin, fillette disparue de 9 ans. Les vêtements signalés dans les rapports de disparition correspondaient aux tissus retrouvés avec le torse, confirmant presque l'identité de la victime, Lucie Berlin. Le docteur Arthur Schultz, un expert médico-légal renommé, a été appelé pour examiner la défunte. Le chef de police, Georg von Boris, a aussitôt demandé que Friedrich Berlin soit conduite à la morgue pour identifier les restes. La découverte du torse de sa fille bouleversa Friedrich, submergé de chagrin et peinant à croire ce qu'il voyait.
En l'identifiant, il remarqua sous sa poitrine une petite cicatrice familière qu'il connaissait en tant que père. Et à cet instant, le poids de sa perte devint d'autant plus insupportable. L'affaire s'est accélérée quand le docteur Fritz Strassmann, expert médico-légal respecté, a réalisé une autopsie approfondie sur le torse. En analysant le contenu de l'estomac, il a estimé l'heure du décès et conclut que Lucie était morte environ 1 heure après son déjeuner. Le 9 juin, les conclusions de son père ont aussi dévoilé les détails terribles de ces derniers instants. La jeune fille avait probablement été agressée puis étranglée, ce qui ajoutait à l'horreur du crime. Le docteur Strassmann a déterminé que son corps avait été démembré après la mort. Cependant, la façon dont cela a été fait, de manière aussi maladroite et peu habile, suggérait que l'auteur ne possédait aucune compétence médicale ou anatomique. Cette découverte glaçante a provoqué une onde de choc dans la communauté, et la police a alors intensifié ses efforts pour retrouver là où les personnes responsables d'un acte aussi odieux. Au fil de l'enquête, les policiers ont vite suspecté Johanna Libertut, une prostituée au passé trouble. Elle avait été libérée d'une détention de 3 jours dans la matinée du 11 juin, après avoir été arrêtée pour avoir insulté un client lors d'une altercation. Elle habitait au même étage que la famille Berlin, ce qui la rendait intéressante pour l'enquête. Peu après sa libération, elle a reçu la visite d'un homme nommé Théodore Berger. Et cet homme avait dit à quelqu'un qu'il avait croisé dans la cage d'escalier qu'il était brocanteur et une vieille connaissance de Johanna. Cependant, lorsque Johanna Libertut a été interrogée à ce sujet, elle a dit aux enquêteurs qu'il faisait terreur et que l'homme en question s'appelait Otto Lenz, un personnage louche qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Intriguée par cette piste, la police s'est rapidement mise à la recherche d'Otto Lenz, le soupçonnant d'être impliqué dans le crime. Le 13 juin, il a été arrêté. Malgré leurs soupçons, Otto Lenz a pu fournir un alibi pour l'heure du crime. Un agent d'assurance a déclaré être resté dans son entreprise jusqu'à 14 h le 9 juin, moment approximatif de la mort de Lucie. Cette information l'a effectivement écarté des enquêtes de la police. L'attention s'est alors portée de nouveau sur Théodore Berger. Après enquête approfondie, la police a découvert qu'il n'était pas marchand d'occasion comme il le prétendait. Il vivait avec Johanna Libertut depuis 18 ans, non comme partenaire, mais comme proxénète. Son casier judiciaire montrait un passé inquiétant d'infractions, dégradation, troubles à l'ordre public, violences graves et vols. Les policiers ont compris qu'il pouvait être violent et manipulateur, le considérant alors comme un suspect sérieux. Rapidement, plusieurs témoins ont fait des déclarations impliquant Théodore Berger. Ces témoignages dressaient un portrait troublant d'un homme qui avait été vu dans les environs des appartements de la famille Berlin lorsque Lucie a disparu. Il a été signalé pour comportement suspect. Sa proximité avec la maison des Berlin, son lourd casier judiciaire et de nombreux témoignages ont fait de Théodore Berger le principal suspect de l'enquête. Lui et Johanna Libertut ont alors été arrêtés et placés en garde à vue en même temps. Un batelier au sud de Plötzensee a repêché une tête et des bras, confirmés comme ceux de Lucie Berlin. Les 2 suspects sont ensuite été interrogés par la police. Théodore Berger a maintenu son innocence, assurant ne pas avoir vu Lucie ce jour-là et avoir dormi chez Johanna Libertut. Cependant, sous la pression, son alibi semblait peu convaincant. Johanna Libertut a dit à la police qu'à son retour de prison, elle a constaté la disparition d'un petit panier de voyage. Elle a ajouté qu'elle avait demandé à Théodore Berger où il se trouvait et il lui a répondu cela. Ivre, il avait ramené une femme à l'appartement et, ne pouvant la payer, lui avait donné le panier de voyage. Bien que l'explication ait paru crédible, quand les agents ont demandé à Théodore Berger le nom ou une description de cette femme, il n'a rien pu faire. Ces réponses vagues et incohérentes ont accru les soupçons, rendant les enquêteurs plus sceptiques sur son histoire et renforçant leur attention sur sa possible implication. Le 17 juin, la presse a annoncé que la police cherchait un panier de voyage blanc de 60 cm sur 50 cm concernant le meurtre de Lucie Berlin. Au fil de l'enquête, les policiers ont sollicité le chimiste Paul Gesseric pour détecter des traces de sang dans l'appartement de Johanna Libertut. Les chimistes ont analysé en détail des objets comme les vêtements et chaussures de Théodore Berger, l'évier, le tuyau d'évacuation, les couteaux et des parties du plancher de la chambre.
Chaque objet a été soigneusement testé pour détecter la présence de sang, mais la plupart ne montraient aucun signe. Cependant, les vêtements de Théodore Berger présentèrent de légères taches de sang à certains endroits. Mais malheureusement, les traces de sang avaient été tellement lavées qu'elles ne pouvaient pas être analysées davantage, laissant ainsi les enquêteurs avec peu de preuves tangibles à exploiter. Le 26 juin après-midi, un batelier a apporté des informations cruciales à son commissariat local. L'homme a dit à l'officier qu'il ignorait l'enquête sur la mort de la fillette, n'ayant pas lu les journaux depuis des semaines. En découvrant l'affaire, il s'est rappelé quelque chose d'important. Le 11 juin, il avait retiré de la spray, juste au-dessus du Kronprinzenbrücker, un panier de voyage correspondant à celui recherché pour le crime. Le lendemain, les enquêteurs ont examiné les paniers de voyage et, en y regardant de plus près, ont découvert de petits morceaux de papier d'emballage collés sur les côtés. Ce papier ressemblait à celui utilisé pour envelopper les membres démembrés. Johanna Libetut a confirmé que le panier était à elle. Il a ensuite été envoyé aux experts pour un examen approfondi en médecine légale. Lors de l'analyse, des traces de sang et des fibres de laine ont été retrouvées incrustées dans le tressage du panier. Les fibres de laine étaient identiques à celles sur les vêtements de Lucie Berlin, liant ainsi le panier à la victime. Le sang a été testé grâce à une méthode de 1900 inconfirmant son origine humaine. Ces découvertes ont apporté des preuves cruciales établissant un lien clair entre Théodore Berger et le crime. Quelques jours plus tard, il a été inculpé du meurtre de la petite Lucie Berlin, âgée de 9 ans. Le 31 juillet 1904 ont eu lieu les funérailles de Lucie Berlin. Le cortège devait commencer à 15h30, mais dès 14h, près de 1000 personnes en deuil s'étaient déjà rassemblées devant la morgue. Ils attendaient pour rendre hommage à la brillante jeune fille à la vie tragiquement écourtée. Le cortège, qui comprenait un corbillard découvert et était accompagné d'une fanfare, partit de l'Institut de médecine légale et traversa les rues, se dirigeant vers le cimetière Sainte-Élisabeth. Après que le corbillard eut franchi les grilles du cimetière, il semblait qu'encore plus de personnes étaient venues dans les rues pour dire adieu à la petite fille, partageant le profond sentiment de perte ressenti par toute la communauté. Les journaux, qui avaient suivi l'affaire de près depuis la disparition de la jeune fille, ont rapporté l'événement en détail, reflétant la profonde tristesse qui avait envahi la ville. Le procès de Théodore Berger débuta le 12 décembre 1904 et devint vite un événement très médiatisé, captivant Berlin. Au cours de 10 jours, près de 1000 témoins furent appelés à témoigner, y compris la mère endeuillée de la jeune fille décédée, qui se souvint d'une conversation avec sa fille avant la tragédie. Elle affirma à la cour avoir averti Lucie de ne pas partir avec des inconnus et que sa fille lui avait répondu assurée. « Je ne suis pas stupide, maman. Personne ne me coupera la tête pour l'acheter à l'eau. » Malgré les preuves contre Théodore Berger, il nia tout, allant jusqu'à se comparer au Christ devant Ponce Pilate. Le procès s'est tenu devant une salle comble, les spectateurs attendant chaque révélation avec impatience. La presse berlinoise rapportait tout en détail, publiant même les déclarations des témoins mot à mot. Alors que l'intérêt public augmentait, certains demandaient la peine de mort pour Théodore Berger. Bien que le procès débute à peine, les preuves médico-légales étaient essentielles pour l'accusation. Le docteur Schultz a évoqué les similitudes entre les fibres de laine des paniers de voyage et celles sur les vêtements de Lucie. Il a également expliqué les résultats de l'analyse sanguine, qui ont confirmé que le sang sur le panier était d'origine humaine. La défense a tenté de discréditer la preuve en présentant ses experts, qui ont contesté l'analyse des fibres et jugé le test sanguin non concluant. L'expert August Wassermann a affirmé au tribunal que les examens étaient corrects et que le sang était humain. Il a également évoqué la cause du décès de Lucie, affirmant qu'elle avait probablement été asphyxiée par un oreiller sur le visage ou par étouffement manuel plutôt que par strangulation. Les avocats de la défense ont cherché à affaiblir l'accusation en rappelant l'absence de sang dans l'appartement. Ils ont aussi affirmé que la conception des paniers de voyage empêchait tout lien concluant avec le crime. La défense a alors indiqué au tribunal que les preuves de l'accusation n'étaient que des théories et des circonstances. Aucun témoin n'avait formellement identifié Théodore Berger avec l'enfant le jour de sa disparition. Et l'accusation n'avait présenté aucune preuve concluante le liant au crime. Après les témoignages, le juge fit son résumé et le jury partit délibérer. Malgré la complexité de l'affaire et les arguments,
Leur délibération fut brève. Le verdict unanime a déclaré Théodore Berger coupable d'homicide involontaire. Après cela, le juge a prononcé la sentence. Reconnaissant la gravité de l'infraction, il a insisté sur la justice et la sécurité publique, puis a condamné Théodore Berger à 15 ans de prison. De plus, afin de garantir que la société soit protégée de tout risque potentiel, le juge a imposé à sa libération 10 années supplémentaires de probation sous surveillance. Pendant cette période, Théodore Berger sera étroitement surveillé pour éviter toute récidive, puis conduit en prison pour purger sa peine. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.